Bon, on va continuer cette émission avec Asita Kanko autour du thème « Est-ce qu'il faut s'assimiler ou s'intégrer pour mieux vivre ensemble ?» Alors vous êtes, c'est une histoire absolument extraordinaire, l'Africaine qui débarque toute jeune en Belgique et qui va tellement s'adapter qu'elle est aujourd'hui à l'écart dans une grande entreprise, elle est même conseillère communale à XL, c'est pas n'importe quoi. Enfin, vous êtes parti pour une carrière à la fois économique, politique, et tout va bien, mais vous êtes très en colère. Hein, vous êtes un peu la Fadela Amara belge, et très en colère, et vous publiez la deuxième moitié justement, où vous en prenez à nous, vous en prenez aux autorités religieuses, à nous nous les Européens, nous pas nous les Français, mais enfin disons nous les Européens, nous les lâches les exciseurs de France, les exciseurs, puisque il faut rappeler également que vous avez été excisé. Voilà, j'ai été excisée, j'ai refusé de les demeurer. Donc voilà, j'espère que la plupart des femmes qui l'ont été pourront se lever et écrire leur propre histoire. Maintenant, c'est vrai que je suis très en colère. J'ai écrit ce livre en étant vraiment en colère. Et pendant que je l'écrivais, j'ai été très énervée jusqu'à la fin et j'ai été très émue aussi. J'en ai pleuré et j'ai rencontré beaucoup de femmes et des hommes aussi, des expériences très intenses. Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'espoir, que je crois que nous sommes capables d'évoluer et de changer, la situation actuelle en accordant de la place aux femmes, la place qu'elles méritent. On parlait tout à l'heure de Londres, de la Grande-Bretagne, où la polygamie est toujours de mise, où on laisse faire... attendez, en France aussi, quand même. Pas qu'en Belgique, mais attendez. Pas légalement, mais enfin, il y en a partout. Hein. Voilà, elle n'est pas toujours musulmane, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai rien... D'avoir un amant, d'avoir une maîtresse, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais il faut simplement pas que ça soit une raison de violer les droits fondamentaux d'une personne. Et la polygamie, il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose de très érotique et de très agréable, mais ça l'est, à mon avis, pour tous les participants, sauf pour les femmes elles-mêmes, dans le sens où elles ne font pas forcément ce choix-là, de un. De deux, elles ne sont parfois même pas au courant de la situation dans laquelle elles se trouvent. Et de trois, leurs droits sont violés même de manière anticipative, parce qu'il y a celles qui vont pour divorcer, qui se rendent compte qu'elles n'ont jamais été mariées, qui n'ont pas de droits matrimoniaux, et c'est aussi un problème pour la société, pas uniquement pour elles, parce que d'épouser plusieurs personnes et de les parquer dans des maisons différentes et d'avoir la sécurité sociale qui intervient un peu partout, alors que le type, il dort ici, aujourd'hui, là-bas, demain. La première chose qu'il fera, je cite un exemple dans mon livre, en épousant la énième personne, c'est le lendemain, elle doit porter le voile intégral, elle doit se soumettre déjà. Et il y avait un type qui donnait un exemple dans une émission qui expliquait qu'il allait demander la permission d'un adolescent pour épouser sa mère. Donc il part du principe qu'elle n'est même pas au XXIe siècle, elle n'a pas la capacité de décider pour elle-même. Donc c'est voir à quel point on infantilise les femmes, et tout cela va se terminer devant les tribunaux de la charia, donc qui existent en Grande-Bretagne. Je vous invite à lire le travail du docteur Mactelzee, une néerlandaise qui est allée dans ces tribunaux. Ah oui, mais on apprend plein de choses comme ça. Et on voit que ça se passe chez nous à côté. Ça se passe chez nous à côté. Donc ça, c'est cette polygamie-là. Et à la fin, la femme n'a pas le droit de divorcer. Elle doit attendre, et si elle décide de partir, elle risque des violences liées à l'honneur, parce qu'elle aura trahi l'honneur de quelqu'un, entre guillemets, et elles sont laissées à elles-mêmes. Donc ça, c'est cette justice qui est inaccessible pour beaucoup de femmes européennes, qui est inacceptable. Et à côté de ça, quand on vient, on regarde à côté, en Belgique ou en France, et qu'on voit combien de femmes vous avez au Parlement en France, c'est un peu honteux. Le Rwanda est même devant vous, et selon les derniers chiffres de juin, même le Soudan du Sud, si je ne me trompe pas, et l'Afghanistan. Donc c'est quand même honteux. Et quand on vient en Belgique, on peut regarder dans tous les gouvernements que nous avons, nous n'avons pas été capables d'avoir 50% partout. Et donc, quand on regarde cette situation, on voit que les femmes subissent des discriminations depuis la conception. Quand on regarde le génocide en Inde ou au Pakistan, jusqu'à la fin, jusqu'au cercueil. Donc c'est à chaque étape de la vie d'une femme que quand on regarde dans le monde, il y a une maltraitance, et quand on travaille, c'est pas parce qu'on a envie de pénis. Moi, quand je travaille, c'est parce que je veux le pouvoir aller... Bon, c'est parce que quand je travaille, c'est parce que je veux le pouvoir de vivre librement, d'acheter ce que je veux, de financer ma liberté. Alors cette virulence, évidemment, on la retrouve dans la deuxième moitié, votre livre, mais j'ai envie de revenir sur la question de l'assimilation, de l'intégration. Parce que vous êtes... bon, intégré, c'est évident, mais vous êtes assimilé aussi, non ?
Un peu les deux, non? C'est la bataille du sexe des anges. Oui, quand on se dispute entre assimilation et intégration, parce qu'on peut être parfois intégré un peu assimilé ou assimilé pas très intégré. C'est une bataille de mots que je trouve, en fait, c'est une bataille de mots qui n'a pas vraiment de raison d'être. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui parlent d'intégration, et je l'ai souvent dit, même en Belgique, ne savent pas toujours de quoi ils parlent. Je pense qu'à un moment donné, il faut demander à tout le monde de quoi parlez-vous pour qu'on se rende compte, en fait, qu'on est peut-être en train de parler de quelque chose de tout à fait différent. C'est ça. Moi, je connais pas mal de gens qui ont dit il faut, de droite comme de gauche, qui disent il faut qu'on réussisse l'intégration, mais un jour, quand ils voient un immigré ou une immigrée bien intégrée qui arrive, j'ai l'impression qu'ils sont en panique, qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? C'est pas possible, hein, c'est pas ta place, mais bouge-toi. Et c'est un peu, on préfère te voir en train de t'intégrer, hein, mais on veut pas que tu finisses. Donc il faut être prêt aussi pour quelqu'un de bien intégré. Ça, c'est ce qui est tout à fait utile. Être sûr qu'on est en train de parler de la même chose et à la fin, pouvoir aussi prendre dans son sillage les personnes qui ont fait l'effort de s'intégrer ou qui ont saisi ces opportunités-là. Parce que si la gauche en Belgique, en tout cas, a fait beaucoup de communautarisme, la droite en Belgique n'a pas non plus réussi à prendre en compte les gens qu'elle pouvait prendre avec elle. Donc aucun, ni la droite ni la gauche n'ont réussi leur pari de l'intégration. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le renforcement des extrémismes, comme on l'a vu avec les élections régionales en France, c'est le manque de courage des partis politiques, le manque de courage de cette politique qui n'a pas réussi à résoudre les problèmes de la société et qui a abandonné certains sujets pour que des partis comme le Front National fassent illusion. Et ça, c'est absolument c'est triste. Là, vous qui êtes entre la France et la Belgique, c'est plus lâche en Belgique qu'en France ou l'inverse? Non? Dans le concours de lâcheté, qui c'est qui gagne? C'est pas un bon concours à avoir. Je pense qu'on devrait aujourd'hui commencer le concours de la réussite et voir qui fera l'effort d'aller le plus vers l'autre et d'aller le plus vers des solutions en sortant du laxisme, en sortant du paternalisme, pour aller vers la rigueur, la responsabilisation de chacun et l'humilité de reconnaître ses torts. Parce que quand je vois le bourgmestre de Molenbeek qui dit « moi, j'ai rien fait », j'ai envie de lui dire, mais tu dormais depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, tu viens de te réveiller, c'est quand même pas possible, quoi. C'est ça qui est hallucinant. Et c'est surtout les femmes qui payent le plus pour ce problème d'abandon d'une partie de la société, de communautarisation et de lâcheté face aux obligations liées à l'intégration. Parce que c'est elles qui restent les victimes, c'est elles qu'on sort des écoles pour qu'elles se marient, c'est elles qu'on oblige à rester mariées même quand elles ont envie de divorcer. Les captivités maritales existent. J'ai rencontré des femmes à Bruxelles. C'est elles qui sont obligées d'abandonner leur emploi et c'est elles, blanches comme jaunes, comme noires, qui sont obligées de courir entre le boulot et la crèche. J'ai interviewé une femme pour mon livre qui m'a dit « Moi, le jour de la rentrée à Cita, je prends congé parce que je vais être là devant l'école à l'heure des mamans. » Je pensais qu'il existait une activité en Belgique que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit l'heure des mamans, mais qu'est-ce que c'est en fait? Je me disais, j'ai loupé quelque chose. Et il me dit, mais c'est l'heure à laquelle toutes les mamans sont là pour attendre les enfants. Ça veut dire 15h30 quand l'école est finie. Mais comme je ne sais pas le faire tout le temps, je vais le premier jour de la rentrée. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est quand l'heure des papas? On attend toujours. Qu'est-ce qu'elle parle bien, Assita Kanko? Et alors, en récompense, Assita, vous allez avoir une question de Géraldine Goldman. Assita Kanko, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Ah oui, ça c'est vrai. D'extraordinaire. Les gens qui vous écoutent là, ça se voit. Mais les livres que vous faites, la façon dont vous vous exprimez, enfin, il y a une humanité chez vous. Enfin, moi, je suis très émue de vous avoir là sur ce plateau. Et je voudrais juste peut-être que vous nous racontiez quelque chose, parce que ça aide à comprendre vos combats. Donc vous êtes né dans un très beau pays, le Burkina Faso. Vous êtes parti seul, votre mère aussi est partie. Vous pouvez raconter ce moment qui est un moment si important pour ceux qui émigrent et qui essayent de s'intégrer. On va reprendre les concepts. Je voudrais que vous racontiez les raisons qui vous ont fait partir et brièvement comment ça s'est passé. Je n'ai jamais prévu de partir en fait. Ce sont des choses qui sont arrivées accidentellement. J'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes dans ma vie. Et j'ai été engagée politiquement et pour les droits humains, j'allais dire les droits de l'homme, non, pour les droits humains dans mon pays d'origine, le Burkina Faso, dans le mouvement des étudiants, pour la liberté de la presse, parce que vous avez vu, toute ma vie, depuis l'âge de 7 ans, j'ai été opposée et ma famille aussi opposée à Blaise Compaoré. Et on est tellement heureux maintenant, il n'est plus président. Il n'est plus président, donc on est tellement contents. Et pour nous, tout le reste,
c'est du bonus pour l'instant. Et donc, voilà, quand je suis partie du Burkina, je pensais que à ce moment-là que c'était pour repartir un jour au Burkina. Vous aviez quel âge, J'avais presque 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis partie, j'ai rencontré des journalistes hollandais avec qui je suis devenue amie et c'est encore mes amis aujourd'hui depuis là. Et j'avais envie de voir le monde. Donc je suis partie et puis je suis tombée amoureuse d'un Belge que j'ai rencontré aux Pays-Bas. Ça arrive, hein, il n'y a pas que il y a vraiment de très gentils Belges, vous savez. J'en doutais pas. Et je lui ai dit, moi je ne veux pas vivre en Belgique, je voulais aller au Ghana. C'était l'époque où c'était la mode de Kofi Annan. Tous les gens de mon âge que je connaissais voulaient devenir un Kofi Annan, utile à l'international, brillant, avec des nouvelles positives pour l'humanité. Mais ce projet n'a pas vu le jour parce qu'il m'a convaincu que la Belgique est un pays merveilleux. Et je lui ai dit d'accord, mais je vais faire de la politique en Belgique parce que j'ai besoin d'un engagement dans la société et tout le monde va bien ici, les femmes vont bien aussi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour contribuer à aider dans la société? Et voilà, il m'a dit la politique c'est bien, mais on a beaucoup de gouvernements. Bon, je pensais que c'était une blague, mais entre-temps, j'ai compris le système belge. Je suis devenue bien belge. Ne sont plus dans mes projets l'idée de retourner au Burkina Faso parce que je connais mon identité, je suis là, je garde mes racines parce qu'on a besoin quand même d'avoir des racines quelque part. Et finalement, j'ai découvert qu'en Belgique, il y avait quand même des choses à faire. Les femmes sont confrontées à l'inégalité salariale, il y a pas mal de discrimination. Il y a des questions d'intégration, il y a des questions de mobilité, et ça me mobilise beaucoup. Donc, j'ai quand même trouvé des combats à mener avec la même passion que quand j'étais là-bas où les droits des personnes étaient violés, les droits de la presse étaient violés. Et finalement, ma mère, j'ai été solidaire avec elle depuis toujours. L'histoire de votre mère est très touchante, vous la racontez dans le livre. Je parle... sa sœur, je crois, l'appelait, ou sa cousine, régulièrement, pour l'engueuler au téléphone, des choix qu'elle avait fait de partir et ce chagrin qu'elle portait, finalement, il était palpable pour vous. Tout à fait. Et moi, j'ai été très, très en colère contre ma mère pendant longtemps parce que je voulais qu'elle se bouge. Aujourd'hui, c'est une femme que j'admire énormément parce que je me rends compte beaucoup de la difficulté. J'ai toujours pensé qu'on pouvait faire un choix et l'assumer et l'exécuter et le mettre en pratique aussi immédiatement. Mais en réalité, c'est cette liberté-là. On fait des choix pour être libre et on a besoin d'apprendre cette liberté et de la vivre au quotidien, de l'assumer, pas seulement dans l'immédiat, mais aussi au quotidien, mais petit à petit comme ça. Et ma mère incarne ce moment où on prend sa liberté et qu'on l'assume parce que tous les jours, elle doit payer pour cette liberté qu'elle a choisie. Et je voudrais qu'elle sache que je suis extrêmement fière d'elle et ça m'émeut fortement d'en parler parce que quand maman est partie, j'ai été solidaire avec elle parce que mon père a été polygame, mon père a fait plein de choses, même si c'est un homme extraordinaire, instituteur qui nous a donné vraiment le respect de l'éducation nationale et le rôle des enseignants dans la société. Elle devait partir et je me sentais dans le devoir d'être solidaire d'elle pour le faire, mais ça fait plusieurs années. Mais ma tante, qui est institutrice, l'appelle pour lui dire « tu dois rentrer ». Mon grand-père m'appelle pour dire « elle va aller en enfer ». Heureusement que je ne crois pas non plus qu'on peut accepter un enfer maintenant pour éviter un autre enfer plus tard. Je trouve ça complètement débile. Mais elle, ça l'a fait pleurer, ça l'oblige à se remettre en question. Est-ce que j'ai fait les bons choix en décidant d'être libre ? Mais en réalité, aujourd'hui, elle commence à comprendre, à prendre sa distance. Et la question, ça m'amène à me poser la question suivante. Est-ce que pour être libre, on est condamné à rompre avec tout, en fin de compte? Est-ce qu'on peut reconstruire quelque chose après la liberté? Et c'est ce qui condamne beaucoup de femmes, qui oblige beaucoup de femmes, y compris ici, à rester dans un système où elles ne peuvent pas respirer. On m'a demandé, ton livre concerne les femmes d'ici ou d'ailleurs? Mais non, les femmes de partout, parce que celles qu'on croit être ailleurs, elles sont ici à Londres, dans une maison polygame, ou à Bruxelles. Et les femmes d'ici, qui font face au plafond de verre, elles sont aussi à Ouagadougou, où quelqu'un met la main sous la jupe si elles veulent un emploi. Donc c'est un problème universel. Et c'est ensemble, nous les femmes, ensemble avec les hommes aussi, que nous allons trouver des solutions. Question de Mazarine Pinjot. Oui, vous parliez de Kofi Annan tout à l'heure. Effectivement, il a une place importante. C'est juste la question de la représentation. C'est important d'avoir comme ça une figure phare qui s'intègre à votre capital symbolique, quoi. Enfin, qui va donner
des envies, des désirs? Parce qu'on parlait des banlieues tout à l'heure, on parlait des différences sociales, etc. Mais est-ce que ce qui ne manque pas le plus, finalement, c'est ce que vous disiez très justement, la possibilité même de l'ambition, d'arriver à se projeter à un autre endroit? Absolument, absolument. La possibilité de l'ambition, c'est d'avoir honte d'être ambitieux. Moi, je suis très ambitieuse et je le dirais même s'il y a des gens qui ne sont pas contents. Il faut oser s'affirmer et oser défendre ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout un crime. Hein. Les gens qui ont réalisé des choses, ils ont eu envie, tout le monde le sait. Maintenant, il faut aussi des modèles. Ouais. Il faut aussi voir des gens pouvoir se laisser inspirer par ces personnes-là. Maintenant, il y a des gens qui me disent, moi, je peux m'identifier à quelqu'un qui me ressemble. Mais moi, je peux m'identifier, je me laisse inspirer par des hommes, des blancs, des noirs. Je suis assez... Voilà, je n'ai pas besoin que ce soit forcément quelqu'un qui me... Voilà, je ne suis pas du tout communautariste. Donc, Kofi Annan nous a beaucoup inspirés. Et je dois dire que pour montrer des muscles, des gens comme Angela Merkel sont très inspirants. Et, non, mais des gens qui montrent aussi que c'est possible d'y arriver. Que c'est possible d'y arriver, mais surtout des gens qui ont des enfants. Moi, je dois dire, une des présidentes des partis politiques en Belgique qui a 40 ans et dont je parle dans mon livre, Gwendoline Rutten, elle a des enfants et elle réussit à combiner tout. Pourquoi on lui poserait rapidement la question et comment tu fais avec tes enfants, mais on ne posera pas forcément la même question à son mari. Donc, sciemment, j'ai évité de poser cette question aux femmes que j'ai rencontrées. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'homme. Le problème, c'est que l'homme, il doit demander comme ça à tout hasard à un homme où se trouve l'aspirateur à la maison. Je ne sais pas s'il le sait, parce qu'il ne l'a peut-être jamais utilisé, donc c'est extrêmement rare. Et le problème de base, c'est ça, que ce soit au Burkina ou ici, donc on se retrouve. Et moi, mon premier modèle a été ma mère, parce que quand je suis arrivée en Belgique chez mon tout nouveau mari, enfin chez mon jeune mari, je ne savais pas trop comment faire pour être une femme en fait qui est mariée. Alors je lui ai fait des œufs le matin comme ma mère le faisait. Donc on le fait mais automatiquement. Et après on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est tout le temps un réapprentissage. Assita Konko, quand vous parliez... Fadela Mara ne cessait de boire du petit lait comme ça. Je l'adore C'est votre clone, en fait. C'est votre clone belge. Hein? Non, mais moi, je suis très admirative parce que dans tout ce qu'elle a pu dire, je me retrouve totalement. Ce qu'on a pu vivre. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Ni pute ni soumise, ça retranscrit un peu le diagnostic. Mais moi, j'aime les femmes. Voilà, j'aime les femmes qui se battent, quelle que soit leur couleur de peau, leur appartenance. J'aime les femmes qui sont capables de dire merde. Voilà, à l'ordre établi, aux choses qui sont traditionnelles, etc. Il y a des hommes qui disent merde aussi, regardez Alno Naoui. Mais eux, c'est quand ils ne peuvent pas passer l'aspirateur. À tous ces discours, j'applaudis complètement. Eh bien, on va les applaudir alors. J'ai aucune espèce de réticence. Alors, merci. Je rappelle les titres de vos livres. Assita Konko, donc la deuxième moitié, c'est aux éditions, c'est un peu compliqué, Lanou, 2N et 2O. Lanou, c'est des éditions belges. Bon, alors, une femme d'exception, hein, tout le monde l'a compris. Hein, une sacrée femme. Venez en France peut-être, on a besoin de vous. Il y a de quoi venez faire de la politique avec Fadela Mara. Présentez-vous toutes les deux à la présidente, je ne sais pas, battez-vous en tout cas, on a besoin de vous. Donc, on va rester en contact. Assita Konko, la deuxième moitié. Aldo Naouri, alors lui, c'est notre... Ouais, c'est une sorte de conscience, et puis il y va, il cogne. Là, le dernier livre, c'est Les couples et leur argent, aux éditions Odile Jacob. Ça permet, quand on a lu ce livre et qu'on fait bien attention, ça permet peut-être pour les couples aussi de vivre ensemble. Hein? Tout à fait. C'est ça l'idée. Tous mes livres sont faits pour que les couples vivent bien ensemble. Ah ben, merci Charles Donaouri. Fadela Mara, c'est incroyable, mais il n'y a pas de livre. J'espère qu'il y en aura un, parce que... Là, vos livres, ça mature là. De bois aussi. Et on attend le prochain livre. On attend le prochain livre. Et puis, il y a le livre de Géraldine Nolin. Alors, ils sont mis à 3 pour écrire ça. Il est mesquin. Plus de 300 pages. 3 € quand même. Hein, 3 €. C'est tout petit, c'est très très bien. C'est sur la liberté d'expression. C'est très très bien. De toute façon, je n'ai pas le droit de dire le contraire. Ah, mais c'est très bien quand même. Hein. Ah, mais c'est très bien. Et ça parle des enjeux politiques et philosophiques de cette liberté difficile mais très importante. Et mes deux collègues, je les remercie chaleureusement, professeur de droit Emmanuel Decaux, Elisabeth Zoller, qui ont donné vraiment les éléments pour savoir comment on organise cette liberté dans le monde, au niveau français, américain, européen, les débats que ça génère à l'ONU, enfin voilà. Ils l'ont fait avec Géraldine Mühlmann. Merci, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière édition des grandes questions. Ben oui, parce que tout arrive et tout a une fin, même les émissions qui marchent.